Salut à tous les amis, c'est Loïc. Je vous souhaite une excellente année, le meilleur pour vous et vos familles. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amis. Évidemment, on s'abonne et on met la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon on ne sera pas prévenu de toutes les vidéos. Allez, bisous. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Bienvenue dans Poker Débrief, l'épisode 2. Vous avez adoré l'épisode 1 avec Adrien Guyon. Eh bien, l'épisode 2 de Poker Débrief, c'est quoi? On revient sur une performance. Alors, une performance financière ou messieurs, dames, une performance vidéoludique. On va dire ça comme ça, et pour ça, on accueille le fondateur de Kill Tilt, c'est Monsieur Peanuts. Comment ça va, mon ami? Bah écoute, ça va très bien. Merci Loïc pour l'invitation. Et effectivement, c'est dur d'aller mieux que quand on commence l'année avec un lancement réussi qui était quand même très très éprouvant. J'ai pas eu de vacances à Noël, donc bon, même si je suis bloqué avec le Covid comme malheureusement tout le monde en France. C'est évidemment, ça commence bien et mieux que l'an dernier, puisque l'an dernier, à la même époque, notre chaîne YouTube était tout simplement supprimée par YouTube. Donc, par rapport à il y a un an, ça va mieux. On va parler de tout ça, on va parler de tout ça. Alors, ok, je connais pas les questions, évidemment. Ah bah non, le but du jeu. On va commencer tout simplement par un chiffre, enfin plusieurs chiffres. Le premier chiffre, c'est 10 ans. Ça fait 10 ans que tu as créé Kill Tilt. Ouais. Je pense même, tu vas me dire si je me trompe, je pense même que vous êtes la première chaîne YouTube de poker. Franchement, je crois, ouais. Tu vois franchement, je crois. Mais je vais même te dire pourquoi. Parce que, petite histoire, messieurs, dames, j'ouvre dans le carré, donc moi, il y a 7 ans, parce que la seule chaîne de poker YouTube que je trouve, moi qui suis un gros consommateur de poker, c'est vous. Il n'y a rien d'autre. C'est fou. C'est fou, ouais. Moi, ça me surprenait. Et vous étiez vachement sur la technique et tout, tu vois. Moi, je me suis dit, ok, bah, moi, je vais aller faire des interviews, tu vois. On est des vieux, en fait. On est des vieux. Clairement. Mais alors, 10 ans, presque 50 000 abonnés, messieurs, dames, sur YouTube. Le chiffre est gigantesque, hein, parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'on est un petit monde, tout petit monde. 50 000, c'est vraiment monstrueux. Tu as largement, pour moi, dépassé la niche, quoi. Là, t'es devenu presque plus grand public. C'est sûr. 8 vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. Pareil, c'est extrêmement rare de faire des scores aussi énormes. Bref, des chiffres exceptionnels, une belle équipe autour de toi. Alors, je vais en oublier, donc je vais commencer par Chichi. Flavien, Guénan. Et là, je vais oublier les autres, donc je te laisse les citer, évidemment. Tu as cité quand même les principaux et les plus actifs. Il y a évidemment aussi PA, qui fait de temps en temps des vidéos en expresso, qui est un très, très, très bon joueur professionnel d'expresso. Il y a également Flipmasters, qui n'a pas encore fait beaucoup de vidéos, mais qui va en faire de plus en plus cette année, qui est un très bon joueur de MTT et qui est une personne exceptionnelle. J'en profite pour le dire dans cette interview. Et il y a évidemment aussi Mr. Sneeze. Et on a aussi des coachs qui vont et viennent, d'autres qui font plus de taf actuellement, mais qui ont énormément aidé, et je les en remercie encore, au développement de la chaîne. Je pense à Ikli, je pense à Crazy Riser, je pense à d'autres gens que peut-être même moi, là, j'oublie de suite. Mais effectivement, c'était un peu l'idée, tu vois, et c'est très rare d'ailleurs dans le YouTube d'avoir des gens qui font des chaînes, entre guillemets, sans qu'il y ait un acteur au centre. Tu vois, souvent, c'est un peu le mode Cyprien, c'est la chaîne de Cyprien, Squeezie, Norman, machin. C'est assez dur de faire monter une chaîne en ayant plusieurs personnalités parce que les gens ne s'habituent pas forcément aux individualités, mais j'ai vraiment envie que ce soit un truc un peu communautaire et de mettre en avant plusieurs profils et personnalités, quoi. J'ai vraiment ça à cœur, et donc j'ai une chance extraordinaire. Je suis entouré par des gens vraiment chouettes, c'est cool. Alors j'ai annoncé tous ces chiffres, tout ce succès, mais alors toi, tous ces chiffres, voilà, 10 ans, 50 000 personnes qui vous suivent, des vidéos qui dépassent les 100 000 vues, tous ces chiffres-là, pour toi, ils signifient quoi? C'est une bonne question, je sais pas trop. C'est pas du tout pour faire de la fausse modestie, mais honnêtement, ils me paraissent un peu ridicules parce que je suis un énorme consommateur de YouTube. J'ai pas de télé à la maison, mais depuis toujours, j'ai jamais eu la télé en fait depuis mes 20 ans, depuis que je suis parti chez mes parents, quoi. Et du coup, quand je vois les autres chaînes, alors j'ai bien conscience qu'on est dans une niche, mais bon, les moins de vidéos un peu plus grand public, je vois toujours des 2 millions de vues. Ah ben Michou qui fait une vidéo où il pète, c'est sûr qu'il est à 10 millions. C'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Donc la moindre vidéo, pour moi, une vidéo qui fait moins de 300 000 vues, je fais ouais, bah, c'est sympatoche. Après, je regarde des vidéos moi-même vraiment de niche, vu que je consomme énormément de YouTube. Donc je t'avoue quand même que dès que j'ai commencé à faire des vidéos, il y en a certaines qui... Moi, dans ma tête, le cap, c'était un peu entre 20 et 40 000 vues. Je trouve qu'il y a une audience
qui se crée, qui est pas une audience, comment dire, de cœur, de fans qui te suivent un peu partout, tu vois. Donc c'est rigolo parce que tu sens qu'à un moment, tu touches des gens qui sont tombés sur ta chaîne. Sur toi par hasard et qui voilà. ont un peu Exactement. adhéré. Donc moi, c'est plutôt ça que ça signifie, c'est sentir ce changement et de sentir que ton audience s'est mélangée par des gens qui nous suivent depuis très longtemps et qui sont vraiment des joueurs de poker, clairement, sérieux, rigoureux, enfin en tout cas qui jouent beaucoup, et des gens, enfin il y en a même, ils jouent même pas au poker, des fois ils regardent une petite vidéo plus ou moins détente ou quoi. Donc ça fait vraiment bizarre et c'est sûr que c'est plaisant. Encore une fois, c'est une chance incroyable, donc c'est cool, c'est très cool. Pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de YouTube, il y a des bonnes nouvelles. Il y en a parfois des mauvaises. Et tu l'as dit en introduction, il y a un an, tu te lèves un matin, la chaîne YouTube a disparu. C'est ça. Alors là, j'imagine très bien ce qu'on vit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, voilà, explique un peu tout ça aux gens pour qu'ils comprennent à quel point c'est un drame, quoi. Ouais. Bah, c'est très rigolo parce que au tout début, je me dis c'est vraiment une connerie, c'est une bêtise, c'est une erreur, tu vois, voilà. Donc je vraiment en fait au tout début il se passe rien, j'ai pas trop de stress et on arrive à la re-up assez vite. Donc voilà, je dis bon bah erreur, obvious, c'est pas grave quoi. C'est une connerie de bot et d'algorithme, c'est pas grave. En fait, ce qui est rigolo, enfin. C'était vraiment pas rigolo par contre quand à vivre, c'est que la deuxième fois elle est restrikée, elle est resupprimée. Et là par contre, au moment de vouloir la remettre, c'est mort. Genre, enfin, YouTube me dit non, c'est mort, c'est normal qu'elle soit supprimée. Et je fais, mais c'est pas possible. Et là, évidemment, c'est le gros stress. Et ce qui était en plus très dur, c'est qu'on avait prévu avec Chichi qui descende chez moi pour qu'on bosse en fait pour Kill Tilt tout simplement, qu'on fasse un petit bilan de l'année. C'était janvier dernier, hein, donc on voulait vraiment se mettre à bloc pour le début de l'année et faire beaucoup de travail. Et du coup, on se dit mais on a même plus de chaîne, qu'est-ce qu'on fait? Puis il a décidé quand même de descendre et enfin il m'a vachement soutenu et ça m'a fait du bien de l'avoir à côté, mais j'étais ultra mal évidemment. C'était un de mes plus gros stress de ma vie. En fait, c'est vraiment inexplicable si on le vit pas, mais pour le dire avec des mots, en fait. Je crois que c'est. Tu perds ton entreprise quelque part, quoi. Ouais, mais si je dis pas de bêtises, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est Victor Hugo qui disait on se rend compte du bonheur qu'on avait au bruit qu'il fait quand il s'en va, ou un truc comme ça, quoi. Et bon, moi, Kill Tilt, comme tu dis, ça fait 10 ans, donc ça faisait 9 ans, j'étais un peu habitué. Puis d'un coup, de perdre tout ça, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, c'est ma vie entière, en fait, qui s'en va. Et je parlais à des gens du support de YouTube, donc Google, mais qui captaient rien du tout, en fait. Et je leur montrais des screenshots du premier strike en disant non mais vous voyez c'est une erreur, c'est acté. Je leur montrais le mail de YouTube qui disait c'est bon votre chaîne est approuvée, c'était une erreur. Et ils disaient non mais on peut rien faire, c'est mort. Je fais non mais c'est pas possible quoi. Il y a des partenariats en jeu, je paye des gens. Enfin il y a la vie de plusieurs personnes en plus qu'on dépend. Puis voilà. Puis au bout d'un moment, ça a re-up à force d'insister, à force de creuser, et à force tout simplement qu'il y ait plein de chaînes. Et je crois qu'en tout, il y a 90 chaînes quand même dans YouTube Monde. Donc entre la France, l'Italie, l'Espagne et évidemment les US. Donc voilà, YouTube, on réagit parce qu'il y avait beaucoup trop de chaînes qui étaient supprimées en fait. Il y avait celle de Yo qui a été supprimée en tant que la celle de. Alors, toutes ces vidéos avaient été supprimées et remises et je ne sais pas si sa chaîne a été supprimée totalement, mais de toute façon, elle était à ça d'être supprimée parce qu'il avait eu deux strikes. Ouais. En fait, tu sais, elle est supprimée au bout de 3 strikes. Ouais. Peut-être que je pense que ce serait intéressant en parlant avec toi que je fasse une vidéo pour détailler tout ça parce que, en fait, le système de YouTube fait que ça strike au bout de 3 vidéos et il te donne une justification à chaque fois de pourquoi il strike cette vidéo et pas une. Nous, on avait 1150 vidéos uploadées. Et tu dis, ils ont striké celle-là qui a 6 ans, qui a 800 vues. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a rien dans cette vidéo, tu vois. Oui, non, mais c'est les bots qui pètent un câble, quoi. Voilà. Et du coup, mais eux essayaient de te le justifier rationnellement alors qu'il n'y avait aucune raison. Donc c'était évidemment méga stressant, méga frustrant, sentiment d'injustice énorme. Et à un moment, vraiment, je repensais à mon plan B, qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie d'autre. Je bossais sur ça, en fait. Moitié, j'essayais de récupérer la chaîne, moitié, je pensais à mon avenir si tout s'arrête avec YouTube, quoi. Tout c'est bien. Voilà, c'était horrible. Fini. Tout c'est bien fini. Bien, pour l'instant, on touche du bois, tout va bien. Et tu parles de quelque chose d'intéressant, tu parles de partenariat, c'est pas un mystère. Kill Tilt, vous êtes en partenariat avec Winamax. Depuis très longtemps, là aussi. Depuis quasiment le début, en fait. Voilà. Je suis bien placé pour savoir, moi, ma chaîne n'est pas en partenariat avec PMU Poker, mais j'ai eu des émissions sponsorisées par PMU Poker, voilà.
chacun sa crèmerie dans l'ensemble. Tout le monde s'aime. Qu'est-ce que ça a apporté quand Winamax est arrivé? Une professionnalisation, un confort C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça a changé quoi, pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, si Winamax arrêtait, Kill Tilt, ça ne pourrait pas continuer? Oh, je pense, bah oui. Enfin, j'en sais rien en fait, parce que maintenant, quand même, avec l'expérience et les compétences que j'ai, je pense que j'aurais peut-être la capacité de trouver d'autres business models et de démarcher d'autres personnes, j'imagine, en fait, en ce sens-là. Mais disons, sans le soutien d'un partenariat, je pense pas que ça fonctionnerait, non. Après, tu sais pas, dans le sens où peut-être sûrement que je développerai en fait un autre business model, mais c'est pas du tout mon souhait. Et pour répondre à ta première question, quand Winamax est arrivé, en fait, ça m'a juste permis de me dire, ok, c'est mon taf, je peux switch et arrêter d'être joueur professionnel, tout simplement. C'est parce que j'ai quand même eu une période où j'étais semi-pro, semi en train de développer Kill Tilt. Et c'était assez, pas inconfortable, mais bon, j'ai une personnalité assez particulière sur ça. Je déteste switch mes obsessions et splitter mes obsessions. Je suis assez mono-obsessionnel, tu vois. Donc, c'était très dur pour moi d'être joueur pro et en même temps de m'enthousiasmer pour mes vidéos. Ça créait beaucoup de dissonance. Donc, quand Winamax m'ont donné le feu vert, j'ai dit, en plus, c'est vraiment cool, c'est une boîte super pro. Tu signes un contrat, c'est carré. Tu dis, bon, là, je peux compter sur un minimum de revenus pour l'année qui arrive. Je fais mon emploi du temps, j'y vais à fond. On verra bien, je réévaluerai. Et voilà. Avant ça, évidemment, c'était très précaire. Éditorialement, ça te permet de continuer à être libre, même en étant chez ouais, Wina? c'est fou. Hein. Ouais, c'est fou. Enfin, je crois que je l'ai dit à une radio il y a pas longtemps. Je vais jamais communiquer sur ça, mais j'ai une chance incroyable d'être avec eux. Genre, pas une fois en 10 ans, je te jure, c'est vrai. Hein. Pas une fois en 10 ans, ils sont venus me voir pour me dire, tiens, on fait telle promo, cale telle vidéo, on vient de lancer les Expresso Nitro, cale ci, cale ça. Peut-être qu'un jour ça viendra, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, jamais ils m'ont laissé une liberté incroyable. Donc voilà, bon, évidemment, je fais pas des vidéos sur des rooms concurrentes, c'est évident. Oui. Voilà. Mais sinon, ça reste logique, ça, c'est normal. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais la liberté de ton est totale. Et moi, en fait, ce qui est bien, c'est que je me suis pas senti autocensuré, tu vois. Surtout. C'est plutôt ça. En fait, moi, qu'on me donne des contraintes, ça me gêne pas trop, si elles sont claires. Mais ce qui m'aurait embêté, c'est d'avoir toujours, tu vois, dans la tête, dire, est-ce que ça va leur plaire ou pas? J'ai pas eu ça. Donc, j'imagine que c'est une chance parce que quand je vois justement d'autres youtubeurs qui font des placements produits ou quoi, tu sens que ça les emmerde. Et souvent, quand le partenariat est fini, ils en parlent après en disant, ça m'embêtait parce que je pouvais pas dire ci ou ça. Red Shadow Legend. Exactement. Bon, NordVPN pose pas de problème. Ou NordVPN, ouais, c'est ça. Tu as vu 10 ans de poker défiler. 10 ans plus, de... hein. Enfin, plus, mais en tout cas, en tant que média, on va dire. En tant que média, 10 ans. Donc, 10 ans de joueurs, 10 ans de room, 10 ans de propositions, 10 ans de personnalité. Est-ce que c'était mieux avant? Bah, c'est compliqué déjà parce que si on répond un peu oui, on est assimilé à Eric Zemmour, ce qui est pas mon souhait le plus cher. Mais quand même. Quoique, il y a des trucs un peu bizarres en ce moment. Ouais. Dès que tu dis un truc, t'es d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et t'es là, mais attendez les gars, non. moi, en plus, je sais pas si tu le sais, ceux qui savent, je suis passionné de philosophie politique. À la base, je voulais être prof de philosophie politique et j'ai arrêté pour être joueur pro. Et donc, je suis passionné de sciences humaines. J'écoute tout, moi. Hein. Tout de tout bord, juste pour la passion des idées. Mais... on avait parlé d'Olivier de la Marche quand je l'avais invité. Exactement, que je suis depuis très longtemps d'ailleurs. Très longtemps. Beaucoup et donc pour répondre à ta question, est-ce que c'était mieux avant? Non, moi je trouve que non. Je trouve que c'est mieux maintenant. Clairement, vrai très très clairement, ouais. Pourquoi? En fait, ça dépend. Là, je réponds en super général. Ouais. Après, il faut répondre secteur par secteur. Mais pour ce qui me tient le plus à cœur, ça a démocratisé. Mais ça, c'est plutôt la force de YouTube et de Twitch. C'est-à-dire qu'il y a entre guillemets des gens qui sortent de nulle part et qui peuvent s'exprimer. Et ça déhiérarchise en fait les compétences et le partage du savoir, tu vois. Et ça, je kiffe plus que tout. Donc en ce sens-là, je trouve que c'est mieux maintenant qu'avant. Pour gagner de l'argent en table, c'était mieux avant. Ça, c'est vraiment... C'est fou, en fait, c'est fou. Je pense que les gens d'aujourd'hui vraiment se rendent pas compte. Et moi, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais genre en 2008, moi, j'ai commencé en 2007. Hein. Ouais. De 2007 à 2012, mais genre 2007, 8, 9, c'était... Il y a littéralement des gens qui ont monté des millions juste sur le concept du 3-bet light et du 6-bet bluff, quasiment, quoi. C'est quasiment, je te jure, c'est vrai. Hein. Moi, je me rappelle. C'est fou, quoi. Donc voilà. Donc pour ça, c'était mieux avant. Qu'est-ce qu'il y a qui est mieux maintenant par rapport à avant? La démocratisation du poker, je pense, c'est mieux maintenant. L'image, tu penses un peu?
Un petit peu. C'est pas fou, hein. Moi, comme je dis souvent, j'ai un enfant de 3 ans. Quand en maternelle, je parle à des mamans, à des papas, à la maîtresse de l'école, on me dit qu'est-ce que je fais. Je saute pas sur l'occasion pour dire que Je j'ai une suis vidéo créateur de contenu. Ouais, c'est ça. Je saute pas sur l'occasion pour dire ah ben tiens, j'enseigne le poker et tout. Donc tu sens que l'image est pas folle, mais ça va quand même. Ça c'est clairement démocratisé. J'espère que ça va continuer. Donc non, je pense quand même que c'est vraiment mieux qu'avant. En tout cas de mon point de vue, quoi. Est-ce que tu penses pas, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'il n'y a pas un petit manque de personnalité, de grande gueule qu'on pouvait avoir peut-être il y a quelques années? Si, mais j'ai envie de te répondre que c'est un peu le cas partout. Enfin, mon ressenti, c'est que c'est le cas dans beaucoup de milieux. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis. Clairement. Ouais. J'ai l'impression que de plus en plus, on va vers un. Ça se polisse un il faut peu. être, voilà, exactement. Il faut être de plus en plus lissé. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un peu le règne du politiquement correct. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Donc, effectivement, on manque un peu, surtout dans un milieu comme le poker, qui est riche de par les personnalités qu'il apporte. Et alors là, soit les personnalités en termes de caractère, mais même les carrières d'où viennent les gens. Il y a des mecs qui ont pu être traders, d'autres avocats, d'autres étudiants, d'autres gamers. Enfin, et puis bon, évidemment, on prend la grosse tête très vite. Il y a un rapport à l'argent, donc c'est quand même un milieu incroyable. Et on a envie de laisser la libre parole aux excès des gens pour alors évidemment, ça entraînera du dégueulasse et du très positif, mais c'est cool, quoi, en fait. Tu vois, c'est chouette, c'est un milieu vraiment à part. Moi, je me régalais de voir Ludovic Laquet dire ce qu'il pouvait dire à l'époque, de voir Anto Lelouch, de voir plein de personnalités comme ça, même tu vois, si c'est des gens que j'apprécie pas trop, mais Mike Matuso, des grandes gueules, comme tu dis, des personnalités. Maintenant, je pense que c'est plus. C'est comme tu dis, je pense que c'est un phénomène global. On peut plus trop faire ça, jouer sur ça. Tu dis un truc, tu vas te faire défoncer sur les réseaux sociaux. Retweet, je sais pas si tu connais la cancel culture. Bien sûr. Voilà, un petit peu cette idée-là. Tu vas faire une blague. Donc... Je crois que nous regardons les mêmes personnes. C'est possible. Nous en parlerons off. C'est possible. Très volontiers, très volontiers. Mais donc voilà, si, c'est vrai, c'est dommage. Dans un milieu aussi riche que le poker, on aurait envie de voir des fois un peu plus de spontanéité. C'est pas pour avoir du clash pour du clash, mais il y a des choses qu'on peut pas trop dire dans le monde du poker. Enfin, tu vois, ça a un peu commencé quand on a commencé à dire il faut pas dire fiche, il faut dire joueur récréatif. Ouais. Ce que je comprends. Hein. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir des débats là-dessus. Mais si on tombe trop dans un certain extrême, en fait, ça aseptise beaucoup le milieu. Et je trouve que la vie, elle a du goût quand il y a la possibilité que ça dérape et que ça soit sale aussi, tu vois. Il y a le phénomène, je pense que tu l'as vu comme moi, Twitch, qui est arrivé. Mais je pense qu'on a été les premiers à Twitcher aussi. Hein. Je pense qu'on a été les premiers streaming poker. Ouais. En 2014, je crois, ou 2015. Ah oui. Je sais plus. Ah oui, d'accord. Et puis on a arrêté, mais. Alors justement. Je savais pas que tu avais commencé si tôt, par contre. Il faut que je vérifie, que je ne dise pas de bêtises, mais c'était Pimp My Roll et je crois que c'est 2014. Mais je sais que tu avais arrêté. J'ai un peu fait. Grâce avec des OP, grâce à PMU, etc. C'est bien, mais je suis pas un grand fan. Alors, de regarder ou de faire? Mais un peu les deux. À part, évidemment, il y a quelques personnalités que j'aime beaucoup, etc. Mais j'ai l'impression, et je voudrais ton ressenti sur Twitch, ok, c'est très bien. Alors ça, je dis pas, tu vois, c'est un nouveau truc. C'est pas YouTube, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? On est vraiment sur deux univers un peu... qui sont pas les mêmes. Quel est ton ressenti là-dessus? Mon ressenti, c'est que je pense que je suis un sale vieux maintenant. Et que Twitch, j'aurais adoré le regarder. Quand j'avais 15 ans. Tu vois, non, mais même jusqu'à, je sais pas, disons 24, un truc comme ça. Enfin, c'est cette période où je me couchais à pas d'heure et que ça aurait été le pied d'avoir tout le temps Twitch en fond de 20h à 6h du matin et de suivre un mec jusqu'au bout de la nuit et que je m'en foutais de la value de mon temps. Et que c'était cool de boire des coups, voir des potes. Tu sais, un peu la radio libre de Max. Ouais, c'est un peu ça. Après c'est bon, je crois qu'on l'avait. Il me semble que j'écoute toutes tes émissions, donc je pense que tu l'as abordé régulièrement dans des émissions. Le problème de Twitch aussi avec le poker est spécifique, c'est-à-dire que le poker est un jeu où quand il se passe rien, il faut meubler, ce qui est un peu moins le cas dans le gaming. Ou en tout cas, dans le gaming, tu peux décider de meubler, passe ton anecdote, là, tu sais qu'elle va être fun, mais tu peux te refocus sur le jeu ou créer l'action que tu as envie dans le jeu en allant te fight contre tel boss, créer tel event. Tu peux pas dire, je vais streamer, ça va être exceptionnel. Ça peut être, si ça deep run et tout. Peut-être que tu vas être on fire et qu'il y aura des blagues dans le chat exceptionnelles. Bon, voilà. Mais c'est un peu de l'impro. Et au poker, le poker est
pas un jeu aussi stimulant nécessairement que le gaming ou que d'autres choses qu'on met sur Twitch. Donc voilà, moi je t'avoue que des fois, tu t'emmerdes. Enfin, moi en tout cas, je m'emmerde un petit peu, quoi. D'ailleurs, enfin, on le sait, hein, ce qui fait le plus de vues, c'est quand il y a un gros deep run, c'est normal, parce que là, il y a de la tension, là, on s'ennuie moins. Mais d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec toi, et tu vois d'ailleurs que les personnes, on va dire, qui savent animer, ou qui ont une personnalité qui attire comme Chance, qu'on a reçu tous les deux, bah, tu vois que très vite, il fait la différence, quoi, le gars. Tu vois, c'est-à-dire que c'est l'un des rares, justement, qui peut... il n'y en a pas beaucoup. Il y a lui, Kawa, Romain, Yo, évidemment, lui, c'est un précurseur. Mais ils sont finalement assez peu nombreux à pouvoir ouvrir un stream. Et le mec va venir pour lui, quoi. Tu vois. Et en plus, je pense qu'il y a un truc qui tue tout, c'est 5 minutes de décalage, quoi. Yeah. Non, mais je me le dis à chaque fois, et là, j'allais oublier de le dire, tu as totalement raison. Ça, franchement, ce décalage qu'il y a entre ton chat qui réagit et toi à l'écran, ça change tout. Parce que moi, je regarde quand même pas mal Twitch sur du gaming. Je sais pas si tu dois sûrement connaître Sardoche ou quoi. Qu'à la fois j'apprécie et j'apprécie pas, mais on peut pas dire que c'est pas un mec ultra intelligent. Et on n'apprécie pas Sardoche. C'est comme chez Chounet. Je connais très bien chez Chounet. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quand même un mec d'une intelligence incroyable, relativement compétent, et tu sens très bien que ça marche parce que d'un coup il fait une blague, son chat réagit, il réagit du tac au tac. Et c'est trop cool. Si on pouvait faire ça au poker, ça changerait énorme. Et t'as vu Matt the Stars? Il le fait un peu. Matt the Stars, c'est un Twitcher qui le fait, c'est cache ses cartes. Ouais, mais c'est ça. Mais je sais, mais il faut cacher ses cartes. Et ça, c'est canon. Mais ça a aussi ses limites. C'est ça. C'est-à-dire que tu vois, c'est d'un côté, c'est super, tu peux réagir avec lui et tout. Et de l'autre côté, quand il dit prune, etc., bah, tu sais pas ce qu'il a, quoi. Ouais. Il y a quand même un truc incroyable dans Twitch. Moi, je me revois à mes débuts poker. J'aurais rêvé, c'est que tu peux suivre le mec de A à Z dans sa session et dire « Ah, lui, il bad run comme moi. C'est normal des fois qu'il se passe rien pendant 2 heures. Là, ça fait 3 streams. Il n'a pas fait une seule TF. Enfin, même pas, il n'a pas fait un seul ITM. Enfin, c'est vachement rassurant. Alors que moi, je vais jamais mettre une vidéo de 6 heures sur YouTube sans montage. Enfin, découvrez mon bad run. C'est ça. Donc, c'est cool aussi parce que tu vois, entre guillemets, la vraie vie, tu vois la vraie performance là. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de vraie performance sur YouTube, mais là, tu as tout le truc de A à Z sur des sessions entières et c'est chouette. Et tu as un peu ce côté qui plaît beaucoup, qui est quasiment, bon, pas une télé-réalité, mais tu partages la vie du mec quand même pendant 6-8 heures. Finalement, tu peux pas tricher des jours entiers sur 6-8 heures. Alors que sur YouTube, il y a beaucoup plus de gens qui sont fake, je pense. Enfin, justement, chez Chounet, pas chez Chounet, pardon, Sardoche, je parle beaucoup de ça avec l'hypocrisie et tout. C'est des débats intéressants. Mais je trouve que les deux sont bien. Moi, je préfère largement YouTube. Mais Twitch, c'est vraiment. Ah non, mais je trouve que Twitch, c'est canon, mais je suis un peu comme toi. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être presque trop vieux. Ou en tout cas. J'ai pas le temps, en fait. Ouais. J'ai juste pas le temps. J'ai juste pas le temps. Je peux pas me poser 6 heures, quoi. Je peux pas. J'ai trop de choses à faire, trop de contraintes familiales, professionnelles. Et maintenant, c'est ça. Mais franchement, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire quand mon fils aura grandi. J'aimerais bien me relancer des MTT le soir, faire 20h, 4h du mat, triper sur Twitch et tout. Donc voilà quoi. Pour YouTube, pour finir de parler de YouTube, c'est aussi le drama. Et plus ça va, plus c'est le drama, je trouve, ou comment on appelle ça, le My Life. Clash. Non mais drama ou My Life, tu vois ce que je veux te dire. D'ailleurs, et c'est pas du tout un reproche, mais une de tes vidéos qui a le plus cartonné, par exemple, c'est c'est l'affaire Mike Postle. Ouais, voilà, c'est ça. Ou par exemple, je pense à Dature, où une de ses vidéos, c'est quand il défonce Julien. Non, comment il s'appelle je sais plus quel coach il défonce. Bref, mais c'est l'idée. Voilà, il y a pas, mais et c'est normal. Alors, c'est des tendances. Est-ce que des fois, tu réfléchis en te disant, est-ce que je devrais pas plus mettre en avant ma vie? Toi, ou par exemple Chichi, se mettre plus en avant, peu importe, tu vois. Je prends ma caméra et je monte ma journée. Quand je peux aller dans un bel événement, j'y vais. Je vais clasher, j'en sais rien, moi, parce que, en fait, est-ce que des fois, tu y réfléchis, tu vois, tu dis, ce serait peut-être bien de faire ça, ou même à l'inverse, tu te dis, non, mais vraiment, faut surtout pas faire ça, tu vois. Est-ce que tu t'imposes des trucs comme ça un peu? Ouais, clairement. Pour moi, justement, la question, elle est vite répondue pour faire référence à l'actualité. À des génies? Voilà. Mais
très, très clairement, je me suis posé la question et déjà il y a longtemps parce que j'ai remarqué très tôt que c'est ce qui marchait. Mais d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé dans l'émission où tu m'avais invité avec Bien les sûr. autres protagonistes qui étaient très intéressantes où on parlait de ça. Pour moi, c'est juste une tendance naturelle chez l'être humain. Je veux dire, quand il y a deux adolescents qui se bagarrent au collège, immédiatement, il y a une ronde qui se forme autour et les gens veulent voir le clash, quoi. Où il y a deux filles qui commencent à se parler mal, pareil. On veut tous savoir ça. Donc, moi, immédiatement, j'ai pas voulu faire ça. J'ai toujours détester ça en fait, c'est en respectant ce qu'ils font par ailleurs, mais justement c'est très délicat, mais je veux pouvoir assumer ça, dire pour moi c'est très bien d'adorer les choses et d'en détester, donc je déteste ça, je déteste les magazines comme Closer, je déteste Cyril Hanouna, je déteste cette culture du vlogging, de se montrer, de faire du clash, je trouve que c'est bas, pas intéressant, je trouve qu'on se bat tous pour avoir du temps de cerveau disponible de nos jours, et que alors, encore une fois, je ne dis pas que je méprise ce qu'ils font, je dis que moi, je déteste ça. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de respecter le temps de cerveau que les gens m'accordent et de les aider à progresser. Voilà. Donc, comme ma mission, entre guillemets, c'est ça, c'est d'aider les gens à apprendre les bases du poker et à progresser au poker. Je veux que quand ils me regardent, ils progressent. En majorité, quand ils regardent l'affaire de Mike Postle, ils ne progressent pas au poker. Effectivement, on parle de l'actu poker, Oui, mais on a des vidéos plus détentes et info légères. importante quelque part quand même. C'est ça. Déjà, d'une part. C'est du drama, mais Oui, et puis c'est pas, je veux dire, c'est pas un mec avec qui genre Mike Postle va pas me répondre, tu vois. Ouais. C'est pas genre un drama avec quelqu'un. Donc non, je cherche pas ça, ça m'intéresse pas du tout. J'espère que je serai pas un jour obligé de répondre à un drama, ça viendra peut-être. Mais enfin, pour moi, la vie est trop courte pour perdre du temps avec des sottises et ça me fait penser à, tu sais, quand je regarde des zappings et que je vois des gens qui se clashent dans les anges de la télé-réalité ou quoi, c'est fatigant. Il y a vraiment des problèmes très graves dans le monde, des problèmes écologiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Déjà, j'ai un peu honte des fois. Une pandémie. Des fois, j'ai un peu honte, tu vois, de consacrer mon temps et mon énergie pour le poker. Mais bon, je n'ai pas honte parce que j'adore ce jeu et que je pense que le divertissement dans la vie est important et que le poker est une passerelle à se développer dans sa vie, cognitivement, intellectuellement, financièrement et ce que tu veux. Mais voilà, j'ai pas envie en plus d'alimenter du clash et du drama. Donc, pour te répondre sur de façon plus synthétique, j'y ai pensé très tôt et j'ai dit je me refuse à tout prix à faire ça. Et des fois, avec Chichi, on hésite, tu vois, on se dit non, faire du drama pour du drama, non. Après, comme si tu dis, il y a une affaire, je sais pas, d'un scam énorme, d'un truc énorme de temps en temps, oui, on va le traiter parce que. Et là, c'est presque de l'info, quoi. En fait, voilà, exactement. Tu sais quoi? Ça va être très prétentieux ce que je vais dire, mais tant pis. J'essaye de faire ce que moi je jugerais être cool. Genre, moi, s'il y a une affaire sur Full Tilt qui ferme ou un drama sur Postle, ben, je le lis parce que ça m'intéresse. Donc, je me dis, OK, je peux peut-être en faire une vidéo YouTube. Par contre, si c'est un truc où je dis non, mais ça m'intéresse pas, c'est des ragots à la con, je ferme, ben, je m'interdis de le faire aussi sur YouTube, tout simplement. C'est un peu ma règle, quoi, en gros. Et le côté My Life, un peu là, où c'est positif, mais Non. c'est plus se mettre en avant, tout ça. C'est vraiment ça me. Mais je pourrais le faire plein de fois. J'ai pensé plein de fois. En fait, je sais que ça marcherait trop bien. Je pourrais me construire une image, je pourrais me filmer de moi qui médite tous les matins, qui fait de la guitare avec mon fils, où je le flouterais son visage, machin. Tu vois, il suffit de regarder ce que font les influenceurs, les influenceuses, tu copies-colles. Ah, mais parce que je pense que demain, toi, au moins, on fait une vidéo de venez découvrir notre maison. Ouais, c'est ça. Oui, ou mais même plein de trucs. Hein. Je pourrais raconter, je pourrais faire du storytelling sur ma vie, t'expliquer comment j'étais au plus bas, et puis que, en fait, c'est trop fake et j'ai l'impression déjà d'être tellement trop en avant. C'est non. J'ai pas envie de faire ça. Peut-être que je le ferai un jour, mais j'espère pas, quoi. En avant et en avant parce qu'il y a de bonnes raisons. Et la dernière bonne raison en date, c'est la masterclass que tu viens de faire. Alors, déjà, pour commencer, les renseignements, messieurs, dames, tout ce qu'il faut en description. La description, c'est juste en dessous. Voilà, tu regardes et tu peux y aller. Très beau produit. Je dis très beau produit parce qu'on en parlait en off juste avant. Je n'ai que des très bons échos de ta masterclass. Tu m'envoies ravi. C'est vrai qu'avec Sylvain, on est super surpris à ce niveau-là, quoi. Alors, je te mentirai pas. Je l'ai pas vu la masterclass et puis je suis même pas sûr d'avoir le quart du niveau pour aller voir ce truc-là. Mais c'est-à-dire que t'es enfin, il y a une grosse partie qui est non technique. Donc de toute façon, tu as forcément le niveau pour la partie mentale, qui est quand même 40 heures de contenu. Alors c'est ça. Ce qui est très intéressant, déjà tu t'es mis avec Sylvain Lousli, un énorme champion, quelqu'un d'extrêmement respecté. Ça va, il joue un peu. Il se débrouille. Il se débrouille. Est-ce que justement lui, t'es allé le chercher pour un petit peu cette partie technique? Ouais, clairement. C'est-à-dire tu t'es dit, moi je m'occupe du côté coaching mental et je laisse la technique à Sylvain. C'est ça. En fait, à la base, je voulais faire que la masterclass mentale, moi.
Donc, en fait, l'idée, c'est que j'ai jamais été à l'aise avec les vendeurs en général. Je trouve qu'il y a beaucoup de scams, beaucoup de gens qui survendent leur contenu. Mais en même temps, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par traduire les bouquins que tu vois en fond là. Parce que je dis au moins ça, c'est pas mon contenu. Je le trouve exceptionnel, je le traduis. J'ai rien à me reprocher entre guillemets. Je me dis si un jour je sors un truc, faut vraiment que ce soit qualitatif, donc ce sera énormément de boulot, ça se trouve ça marchera pas. Donc déjà je me suis dit bon bah en fait on va faire un truc simple, je vais en parler à ma communauté, je vais dire est-ce que le projet déjà vous intéresse, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je me lance? Ils m'ont tous dit oui 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 à mort, donc ça m'a un peu rassuré, mais énormément de gens m'ont dit mais attends il y a que du mental, c'est con pour une masterclass qui s'appelle progresser au poker, ben on veut un peu de technique quoi. J'ai fait bah oui c'est vrai, évidemment j'étais bon alors en cash game j'aurais peut-être pu le faire à l'époque il y a 3 ans, mais bon, là, aujourd'hui, non, ou alors vraiment pour les micros. Et le tournoi est largement, majoritairement plus joué par notre communauté. C'est 70% de notre field qui joue uniquement ou très principalement en MTT. Donc, j'ai dit, bon, bah, MTT, Flav, je sais qu'il n'avait pas le temps. C'est un joueur exceptionnel et un très, très bon pédagogue. J'ai dit, bon, bah, qui je connais et que j'apprécie. Je dis, bah, tiens, Sylvain Louzeli, je vais lui en parler. Je suis allé lui en parler. Il dit, bah, ouais, grave. Je dis, mais tu sais que, enfin, vu tes revenus et ton argent, enfin, bah, déjà, merci, mais ça va peut-être te rapporter que dalle et tout. Il fait, ouais, bah, c'est pas grave, ça fait longtemps que je joue au poker, c'est cool, ton projet me botte. C'est un truc que j'ai jamais fait. Donc, c'est cool aussi, après avoir passé autant de temps dans le poker, de rendre dans un produit que j'espère qualitatif, du contenu pour progresser en tournoi techniquement. J'ai dit, bah, let's go. Et voilà. et heureusement que j'ai sous-estimé le taf qu'il y avait à faire, sinon je pense que je l'aurais jamais fait. J'ai failli abandonner 2 fois en fait. Tellement c'était énorme. Ouais. Ah ben ouais, c'était énorme. Franchement, j'ai eu des mal de crâne comme j'ai jamais eu, même en philo, dans des dissertations très compliquées. La synthèse d'idées que j'ai dû faire m'a vraiment fait mal au crâne, quoi. C'est-à-dire, surtout quand tu enchaînes sur des mois entiers j'avais toujours 4 fenêtres. J'ai 2 écrans, j'avais 4 fenêtres et je prenais le meilleur je lis tous les soirs depuis des années, depuis 10-15 ans. Du coup, j'ai pris plein de bouquins de développement personnel, poker, hors poker. Je faisais des synthèses, j'essayais d'agencer tout ça dans un plan cohérent, en fait. Ouais. Je me dis, en fait, mon mojo, c'était juste, OK, imagine, tu fais une masterclass qui est parfaite pour Peanuts il y a 10 ans, 15 ans, quoi. Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé apprendre de ultra crucial? Et comment tu aurais aimé qu'ils soient présentés pour qu'on te prenne par la main? Parce qu'il y a des concepts, tu ne peux pas les saisir si tu n'as pas les bases, en fait, comme au poker. Tu vois. Donc, et ça, en fait, c'est vraiment dur. Donc, quand j'ai fait mon premier plan, je fais OK, cool. Et quand il a fallu le rendre cohérent et que ça s'articule de façon fluide, là, c'était de très loin le travail le plus dur que j'ai fait de ma vie. Et j'ai failli abandonner 2 fois. Enfin, je savais que je n'allais pas abandonner, mais genre, c'était vraiment trop dur. Et à chaque fois, ça se décoinçait et genre, j'étais trop soulagé. Et c'était une expérience exceptionnelle. J'espère reprendre un travail de cette ampleur un de ces jours parce que c'est trop bien, quoi. C'est trop, trop bien. Tu parles donc de ta partie à toi qui est le coaching mental. Ouais. Le coaching mental, il y a quelques années, c'était très loin pour les gens. C'était très vaseux. On entendait Pierre Gauthier. Voilà, c'était un peu le seul nom qui sortait. Mais comme d'hab en France, on a 10-15 ans de retard sur les US, en fait, quoi. Et depuis quelques mois, pour moi, alors tu vas me dire si je me trompe ou pas, j'ai l'impression que toi et Roman Haussmann, j'ai l'impression que c'est vous deux, tu vois, qui, par différents... Alors toi, par tes médias, et Romain, par sa victoire, notre serre, ou c'est... Voilà. J'ai l'impression qu'à vous deux, vous avez remis la lumière vraiment sur un plus large public là-dessus, et que les gens, d'un coup, arrivent et se disent ah, mais merde! Ah, mais ça sert à quelque chose, en fait. Tu le sens comment, ce que je te dis là? Franchement, je te jure, j'ai pas ce recul-là et je me rends pas trop compte parce que, comme moi, c'est ma passion depuis toujours et le mental au poker, je l'ai traduit il y a 10 ans. Hein. Ouais. Littéralement, il y a 10 ans. Pour moi, je sais pas, ça a changé ma vie, ça fait partie de ma vie. Je suis dans le développement personnel depuis 15 ans. J'ai fait des formations, j'ai fait du travail personnel sur moi aussi, tout seul et avec des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont coaché. Donc, pour moi, c'est tellement c'est comme la philo, tu vois, je me rends pas compte si les gens lisent plus de philo qu'avant ou quoi, il paraît que oui, mais je sais pas trop. Quand même, pour pas te mentir, j'ai eu un petit déclic quand j'ai commencé à voir des gens comme Adrien Delmas, Ivan Dera ou quoi, qui parlaient de méditation, Steph Matteux. Donc, je pense que c'était il y a 2 ans, 3 ans, sans trop dire de bêtises, je pense que c'est dans ces eaux-là. Et effectivement, avec l'arrivée de Nutzer, de Romain Hussmann, et quand même, j'ai vu dans le discours peut-être pas des gens plus enthousiastes, mais moins sceptiques quand on en parle, ou qui disent, ouais, non, mais c'est clair, je sais que c'est important, mais blablabla, je le fais pas pour telle ou telle raison. Alors qu'avant, les gens disaient,
disait, ouais, enfin, il changeait de sujet parce Ouais, ils y croyaient même c'est pas, n'importe quoi. Ouais, il disait, ouais, il nous fatigue, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça c'est clair. Ça, c'est vrai que je sens que depuis alors je saurais pas dire c'est 6 mois ou 2 ans, mais ça s'est grandement accéléré depuis une petite période, quoi, clairement. Le fait que cette image-là du coaching mental elle change, euh, et je pense que ça ne va aller justement qu'en s'améliorant, Oui, je pense. puisque des gens avec des forts impacts comme donc toi, Romain, Et d'autres qui vont venir, c'est sûr. et d'autres qui vont venir vont donc faire progresser l'image positivement et intéresser de plus en plus de gens. Tu penses que ça change quoi dans le poker d'ici 10 ans? C'est où qu'on va voir un gap se passer? La manière de travailler, la manière de vivre sa passion, de vivre son monde professionnel? Ouais, c'est ça. Je pense que ça va vraiment professionnaliser le rapport au poker, quoi. En fait, si tu veux, je pense que ce sera de plus en plus dur de se mentir à soi-même, en fait. Ouais. Et que des leaks mentaux deviendront de plus en plus ridicules, tu vois. C'est comme, je pense qu'il y a 30 ans dans le football, si un mec, il partait faire la fête, qui rentrait à 3 heures du mat bourré et qui dormait 4 heures, on disait, bah, c'est un peu abusé, mais ça va, il est à l'entraînement. Maintenant, il se fait défoncer par son coach et son équipe. Ils font, mais qu'est-ce que tu fous? Enfin, voilà. Et je pense qu'au poker, alors, je sais pas si c'est dans 10 ans ou 5 ou Ouais. plus, mais on dirait à un mec, mais attends, t'es en train de râler parce que t'as perdu 3 flips d'affilée, mais t'es sérieux? Et genre, tu vois, enfin, le mec sera pas humilié, mais on se foutra de sa gueule. Alors que Oui, encore de ça nos jours, paraîtra aberrant. ouais, on dira, mais enfin, change de jeu, en fait. Et alors qu'encore de nos jours, et c'était encore plus le cas avant, il y a des gens qui se plaignent quand ils ont un bad run qui dure 3 semaines. Ils se plaignent quand ils perdent 4 filles. On dit, ah, c'est pas possible, encore un 70-30 perdu. Enfin, alors que c'est la base. Donc, je pense qu'en fait, plus le coaching mental va progresser, plus ça va être difficile d'être dans le déni par rapport à ces résultats, en fait. Parce que l'edge du poker, enfin, je pense, hein, l'edge du poker vient du fait que trop de gens surévaluent énormément leur niveau de jeu. Et ils le font parce que c'est très confortable d'accuser la variance. Mais pour moi, alors c'est pour ça que c'est un premier truc que je dis dans la masterclass. Pour moi, le mental, c'est tout ce qui n'est pas de la technique pure. Donc, par exemple, pour moi, la vision qu'on a de la variance, c'est du mental. Je sais pas, l'hygiène de vie, c'est du mental. Comment on dort, c'est du mental. Évidemment, gérer ses émotions, c'est du mental. Donc, je pense qu'on va se prendre une grosse compréhension de la dimension non technique de la performance. Mais en fait, ça vient au poker et partout, enfin partout. De plus en plus, même dans le travail, en fait, il y a de plus en plus de gens qui. Je conseille d'ailleurs ce bouquin à ta communauté, à toi-même. Il y a le boss de LinkedIn, donc le réseau social du travail américain LinkedIn, ou LinkedIn, comme on dit, je ne sais plus trop, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, je crois, The Startup of You, qui explique de plus en plus de gens, en fait, gèrent leur propre vie comme une startup. Et une startup, c'est justement une entité qui est tout le temps en train de chercher ses faiblesses et de les corriger, comme n'importe quelle entité compétitive. Et je pense que dans le poker, dans le tennis, dans les échecs, dans la carrière, dans le développement d'un individu, on va se rendre compte de plus en plus que c'est ultra important d'avoir des compétences, ce qu'on appelle un peu les soft skills aussi dans le travail. Pas juste d'être bon dans sa technique, mais dans tous les à côté. Enfin, en fait, même je pense que c'est plus important. Je pense qu'on peut quasiment factuellement dire que c'est plus important. Mais en plus, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mon vrai métier dans la vie, c'est de conseiller les entreprises, moi, pour la communication ou les investissements, les choses comme ça. Et il y a toute cette part de mental qui est arrivée beaucoup plus tôt que dans le poker quand même en France. Et ça coûte cher en plus, hein, si tu n'as pas le mental dans une boîte qui pèse lourd. Hein. C'est ça. Et aujourd'hui, moi j'ai vu arriver ça pour les entreprises françaises il y a à peu près 10 ans, pour le coup. S'ils sont mis plus vite que le poker ne s'y met, par exemple, clairement. Bon, ça n'a rien à voir. Mais clairement aujourd'hui, dans tout ce qui va être cadre important, cadre dirigeant, s'ils n'ont pas ces notions-là, tu vois, dans les nouvelles entreprises, je parle, jamais personne t'embauche aujourd'hui, quoi. Il faut que tu sois complètement dans ce que tu dis, quoi. Donc Puis même, ils ont des coachs, tu vas voir à la Silicon Valley, les mecs, ils maîtrisent toutes les bases du développement personnel, ils ont des coachs, souvent plusieurs, voire un gros mentor qui les accompagne. Enfin, c'est logique, en fait, c'est vraiment logique. Et comme l'école te l'apprend pas, bah, la réalité vient te mettre des claques dans la gueule et te dit non, mais ok, tu l'as pas appris à l'école, mais arrête de pleurer sur ton sort. Soit level up, soit skill up, soit la sélection naturelle va faire que tu vas dégager. C'est triste, c'est horrible, mais il n'y a pas le choix en fait. Après l'école française. Voilà. Alors là, faut pas me relancer là-dessus. Hein ça va vraiment pas me relancer là-dessus. Je sens qu'on aurait le même avis, toi et moi. Il y a des chances.
Il y a des chances qu'on ait beaucoup de choses en commun. Assez catastrophique. Ouais, c'est dur, c'est dur. Dernière question, mon Peanuts. Comment tu vois l'avenir du poker, mais au sens plus général? Est-ce que on n'est pas loin du plafond de verre? Est-ce que y a encore une belle marge, mais il faut X choses? Voilà. Comment tu vois l'avenir de ce jeu, toi, dans les 10 prochaines années de Kill Tilt? On parle en termes de... Alors, j'ai l'impression que ta question est orientée en termes d'audience et de chiffres, ou pas que. Ça peut être de tout. En fait, ça peut être tout ce que toi, tu peux trouver intéressant. Par exemple, moi, pour répondre, pour lancer la discussion, si tu veux, moi, je pense que l'avenir du poker, il est très compromis, à part si, et ça a l'air d'aller dans la bonne direction, on travaille vraiment sur la gamification en online du poker. Et je trouve que, par exemple, C'est un des gros aspects. Voilà, une des rooms, Wina le fait, Wina essaie de le faire. T'as une autre room, bon, moi, pour le coup, je peux citer, c'est GG, voilà, qui clairement, tu vois, essaye de vraiment mettre ça dedans. Voilà, ça, pour moi, c'est vraiment le... C'est un des axes, très clairement, je pense. Donc voilà, je vais pas développer, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment un des axes. Je pense qu'il y a un autre axe alors à mon sens, qu'on néglige beaucoup, c'est l'image du poker. Ouais. Et ça me fait penser à ce qui s'est produit avec, dans le milieu des échecs avec la sortie de Queen's Gambit, le jeu de la dame, qui est une très bonne série, que je conseille à tout le monde. Et en fait, on voit que alors ils ont mis une belle nana, qui est en plus une actrice extraordinaire, il y a une bonne réalisation, un bon scénario. D'un coup, moi, j'ai vraiment des potes qui se sont mis aux échecs, d'autres qui se sont remis aux échecs. Et il y a plein Bon, les chaînes YouTube ont explosé. Et je pense... Alors, c'est évidemment que ça va faire un petit boom et puis redescendre. Mais tu vois, s'il y avait de temps en temps un reportage exceptionnel qui faisait des millions de vues sur YouTube, sur Kasparov ou sur Magnus Carlsen ou je sais pas quoi, imagine demain Netflix sort une série vraiment à la fois populaire et intelligente sur le poker, qui au lieu de montrer les bagnoles, les paillettes, les carrés contre les quintes flush ridicules comme d'autres James Bond ou des clichés débiles comme ça, et qui s'axe vraiment sur la richesse et l'humanité de ce jeu, la profondeur de ce jeu, et que en plus d'une série Netflix, il y a un bon film, un bouquin, et puis bon, le temps passe. Peut-être que les audiences du jeu vont pas monter, même si a priori elles devraient monter, mais que l'image du jeu va changer et surtout le plaisir qu'on aura à jouer va changer. Et pour moi, c'est ça le plus important. Donc l'avenir du poker, pour moi, la seule crainte que j'ai, c'est l'essor des intelligences artificielles. Oui. Voilà, c'est la seule crainte que j'ai. Mais si ça ne monte pas trop, je pense qu'il y a quand même des grandes chances que ça monte pas trop. Je suis pas inquiet parce que c'est un jeu incroyable et surtout c'est le seul jeu comme ça. Alors peut-être qu'il y aura d'autres jeux, mais c'est vraiment le seul jeu où d'un coup, tu as un jeu de stratégie où tes pions, c'est de l'argent, quoi. Et émotionnellement, ça fait quelque chose. Moi, j'ai commencé le poker à 7 ans. Enfin, j'ai pas commencé, mais j'ai joué ma première partie de poker à 7 ans. Après, j'ai complètement arrêté. Et de 10 à 11 ans, j'ai dû jouer 10 parties. Puis j'ai repris quand Elki s'est mis au poker. Parce que je jouais énormément à StarCraft. Et quand Elki s'est mis à StarCraft, je me suis intéressé au poker. Et cette sensation que tu as de jouer à un jeu vidéo devant ton écran et d'un coup de gagner ou de perdre même 2 € quand tu commences, c'est incroyable. Donc, je suis pas trop inquiet pour ça parce qu'on trouve dans le poker quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs, qui est quand même vraiment différent de ce qu'on peut avoir quand on investit des actions en bourse ou en crypto-monnaie ou même au blackjack. Donc voilà, je pense quand même qu'il y a un truc inhérent. Comme les échecs, tu vois, je suis pas inquiet pour l'avenir des échecs parce qu'il y aura des hauts débats, mais ça restera. Par contre, pas de boule de cristal et c'est certain que pour moi, voilà, les deux gros axes, c'est donc la gamification, comme tu l'as dit, et l'image du poker qui peut être influencée par les personnalités qu'il y a, la communication qu'on y fait, les médias autour qu'ils mettent ou non en avant, d'une façon plus ou moins noble. Moi, je suis pas inquiet. Je suis pas quelqu'un de trop inquiet de façon générale. Ou quand je le suis, je fais OK, c'est pas grave. Donc, j'arrive pas à être pessimiste sur l'avenir du poker, quoi. Mais bon. Ça ne veut pas dire que j'ai raison du tout. Mais moi, j'ai commencé pessimiste dans ce milieu-là, parce que moi, je suis arrivé en 2013 quand c'était vraiment en down complet. Je voyais pas du tout comment on pouvait s'en sortir. C'est vrai que c'était pas ouf. Et je suis vraiment plutôt optimiste aujourd'hui. Twitch et l'intérêt de plein de gamers pour le poker. Et d'autres marques qui ont l'air d'arriver un peu. Il y a des choses. Je suis comme toi, je suis plutôt optimiste. Mais mon pilote, c'était passionnant. Ça l'était, effectivement. Il faut absolument que tu reviennes. On va faire d'ailleurs une petite info exclusive pour vous qui regardez.
on va faire un poker débat spécial coaching mental. Ah bah, où évidemment, tu vas te ramener, mon ami. Bah, avec grand plaisir. En attendant, vous voulez toutes les infos, vous voulez aller sur la masterclass de Peanuts et de Sylvain Lousselin. Masterclass, c'est Masterclass Kill Tilt d'ailleurs, t'as appelé ça comme ça ou c'est la Masterclass? Non, c'est la Masterclass Progresser au poker. Je suis obligé, vu que tu cites, on a fait la Masterclass aussi, il y a 8 heures d'intervention d'un expert en sciences cognitives et neurosciences, qui est vraiment une partie non négligeable de la Masterclass qui n'était pas prévue initialement, qu'on a mis à la fin, et qui est une value vraiment énorme. Et ça permet de faire une passerelle avec la question que tu m'avais posée tout à l'heure sur l'essor du mental au poker et tout. On néglige énormément la recherche scientifique sur les émotions et la performance. Et ça, je pense, dans 5-10 ans, ça va exploser. Et c'est un petit axe aussi dans l'éducation nationale. On aura l'occasion d'en reparler. Mais dans la performance, c'est en train de percer aussi et de réussir à faire le tri entre le bon et le moins bon dans ce qu'on a pu voir dans le développement personnel, qui est parti un peu dans tous les sens avec des théories plus ou moins crédibles. Et donc, il y a aussi Adrien Tedesco que je cite. Donc, il y a Adrien Tedesco, Sylvain Lousselin et moi-même qui ont participé à la formation. Mais dans le spécial mental de Poker Débat, on va parler de l'éducation nationale. Ils vont en prendre plein la gueule, je crois. Ça va être sympa. Merci beaucoup, mon Peanuts, évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné, quelle honte! Vous allez vous abonner sur la chaîne de Kill Tilt. Et appuyez sur la petite cloche, parce que c'est important, la petite cloche, sinon vous ne serez pas prévenu. Et la tienne, Loïc, moi je parlais de la tienne. Abonnez-vous à ta chaîne aussi. Il y a peu de gens qui font des émissions de débat poussées, intéressantes comme tu fais. Donc, merci beaucoup, mon ami. Ça gagne à être connu. On vous fait la bise. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao! Salut tout le monde, salut Loïc.